Bonjour à tous. Donc on accueille Elisabeth Sedela et Hicham Berrada sur la vidéo. Pierre-Jean Bozo parlait du pétrole de la data et un autre pétrole qui est aussi la vidéo. Ça a été aussi annoncé par les dernières prévisions de Zenith Optimedia au niveau mondial qui ont dit que la vidéo en ligne était, si ce n'est pas un des vecteurs de croissance du marché publicitaire mondial. Avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut faire un petit inventaire de chacun de vous, de quelle est votre place dans ce marché de la vidéo? Hicham, et on va commencer par toi. Quelle est ta vision du marché de la vidéo, en tout cas en termes d'acteurs? Qui sont les acteurs principaux et comment vous vous situez dedans? France ou au niveau monde? C'est important. Allons-y pour le monde. Alors pour le monde, donc aujourd'hui, comme tu le dis, et comme les chiffres le prouvent, la vidéo est en très forte croissance. Si on prend un chiffre français qui a été annoncé par l'Observatoire de l'ePub, la vidéo en 2014 a connu une croissance d'à peu près 65% en termes d'investissement. Donc c'est l'un des segments qui connaît la plus forte croissance. Si on regarde les prévisions de tous les instituts sur le marché, effectivement, la vidéo est en train de grossir très fortement. Et pour une raison qui est aussi évidente, c'est qu'on voit aujourd'hui, de la part des annonceurs, un basculement des budgets TV vers le digital. Pour encore une fois une raison qui est tout à fait évidente, c'est qu'aujourd'hui, l'audience bascule évidemment de plus en plus sur ces petits écrans. Des acteurs sur le marché... Les forces en présence, on va dire. Voilà, exactement. Les gros acteurs sur le marché, bon, évidemment, l'acteur numéro 1 aujourd'hui sur la vidéo dans le monde entier, c'est YouTube, pour diverses raisons, notamment pour des raisons de puissance. On voit apparaître des acteurs qui sont des acteurs plutôt hybrides, des boîtes comme TubeMogul, par exemple, des boîtes comme aux US, Yumi, et puis des boîtes comme Tids, puisqu'aujourd'hui Tids est un gros acteur de la vidéo. On a réalisé l'année dernière pas loin de 100 millions de dollars sur le marché de la vidéo, que ce soit en France ou à l'international, sur un domaine spécifique. Et si on revient sur la France, la part de marché de Tids en France sur la vidéo? Si on se base encore une fois sur les chiffres de l'Observatoire de l'ePub, Tids en France devrait représenter en termes de distribution et en termes de chiffre d'affaires pas loin entre 14 et 15% du marché de la distribution vidéo publicitaire. Alors Elisabeth, comment se placent les éditeurs au sens large et donc le monde M-Publicité Regiops dedans? Parce que ça n'a pas été cité par Hicham, la place des... Vous vendez aussi de la vidéo, comment vous vous situez sur le marché? Bonjour. Je ne vais pas annoncer des chiffres aussi importants que ceux que Hicham a racontés. Pour reprendre en effet le sujet des inventaires, des investissements sur la vidéo et les progressions qu'a annoncé Hicham, en effet, du dernier baromètre de l'ePub qui est paru et de ses plus 66% sur ce segment. Les éditeurs qui font un métier à peu près similaire de celui que fait le groupe Le Monde sont sur des progressions qui sont à ces niveaux-là. Enfin, en tous les cas, j'ai en tête sur la dernière publication du SRI plus de 40%. Pour un groupe comme Le Monde, aujourd'hui, sur l'ensemble des vidéos produites par le groupe, avec deux acteurs majeurs qui sont la marque Le Monde et la marque L'Obs, un arrivant aussi un peu qui est le Huffington Post, on est sur une croissance de plus 78%. Peut-être qu'on a un effet de base qui joue un petit peu quand même sur cette forte progression, majoritairement sur de l'Internet fixe, encore, avec un vrai enjeu qui se profile sur le mobile compte tenu des changements d'usage. Il y a Corinne Brégen qui a annoncé dans une newsletter l'objectif de 20 millions de vidéos pubées entre guillemets à horizon 2 ans. Ça correspond à quoi en termes de part de marché chez vous à peu près? Alors, en fait, c'est un peu compliqué pour nous de raisonner en part de marché parce qu'on considère que notre univers de concurrence, en fait, il n'est pas uniquement celui des marques médias print natives ou pas seulement print native d'ailleurs. On est dans une économie de l'attention aussi sur la vidéo et
Pour nous, l'univers de concurrence, il est là où se trouvent les 36 millions d'internautes qui ont consulté au moins une vidéo le mois dernier et les 14 millions qui en ont consulté sur un site d'actu. Donc, on va pas, enfin, ça me semble compliqué de donner une part de marché. Ce 12 millions, enfin, pardon, pas ce 12 millions. Aujourd'hui, on était en moyenne en 2014 à 12 millions de vidéos vues sur l'ensemble du groupe, un chiffre qui a été beaucoup augmenté, en grosse évolution sur ce début d'année. Alors bien sûr, il y a un effet actualité indéniable, mais quand on regarde depuis 3 ans la façon dont l'évolution se fait de notre consommation vidéo, et notamment des vidéos qui sont produites en interne, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais c'est un vrai sujet aussi, en termes de capacité à engager l'ensemble de nos audiences, on se rend compte vraiment qu'il y a des effets de seuil qui sont franchis et que ça rentre dans les usages complètement des internautes qui viennent sur des sites d'actualité. En effet, il y a un chiffre de 20 millions sur un objectif de 20 millions de vidéos vues sur l'année 2015 en moyenne. Si on est sur un trend qui continue comme on le voit sur le premier trimestre, on sera au-dessus, je pense. Alors finalement, pour bien vous situer, est-ce que vous êtes concurrents ou est-ce que vous pourriez travailler ensemble justement dans vos métiers ? Alors, Tids ne considère absolument pas les publishers comme étant des concurrents pour plusieurs raisons. La première, c'est que chez Tids, on a 2 business, on va dire. On a une partie qu'on appelle le Managed Services, à savoir la distribution de vidéos publicitaires sur les publishers pour le compte des marques. Et puis, on a une activité programmatique que l'on adresse avec un SSP. Le SSP étant un outil techno permettant justement aux publishers de venir gérer leurs différents inventaires et puis leurs ad-sources. Donc on équipe aujourd'hui les publishers de cet outil SSP. On les équipe également de nos formats Outstream pour leur permettre de faire des ventes de leur côté. Et puis on est aussi créateur d'inventaire puisque c'est notre métier premier. Donc on n'est absolument pas concurrent des publishers, bien au contraire. D'accord. Donc vous pourriez potentiellement travailler ensemble s'il y avait une opportunité. Par exemple. Si on parle le premium était un sujet de la table ronde. Comment on définit le premium en vidéo, Elisabeth ? Qu'est-ce qui fait le premium ? C'est le contenu, c'est le format ? En fait, on a une première clé d'approche, en tous les cas pour nous, qui est qui produit la vidéo et qui l'héberge, en fait, pour commencer à parler de premium. Ça nous semble important parce que ça permet aussi d'avoir un discours sur tout ce qui est brand safety et de maîtrise et des contextes et des moments où ces vidéos peuvent être pubable. Donc il y a ce premier élément en effet qui va en effet donner cette notion de premium selon nous. Après, il y a d'autres éléments qui viennent en effet et qui peuvent encore upgrader ces sujets. On a un petit peu parlé de ciblage. C'est vrai que on a, nous, développé une data management plateforme qui va, aujourd'hui, qui opère pas en effet sur les inventaires vidéo, mais c'est vrai qu'on est aussi dans des voies d'upgrader ces sujets-là via ces données de ciblage, même si techniquement, c'est encore un petit peu difficile à faire, en tous les cas pour nous, mais on travaille aussi là-dessus. Ce sont aussi des voies. Après, je ne parle pas après, il y a des sujets de créativité, mais qui peuvent être liés, mais pas exactement, en effet, à ta question. Et Hicham, ta vision du premium, comment vous les définissez chez vous ? C'est exactement ce que tu dis. Hein. Le premium, pour nous, c'est 2 choses. C'est et le contenu, et le contexte, et le format. Sur la partie contenu et contexte, évidemment, le premium, c'est un environnement où on a du contenu de qualité. C'est très important, puisqu'on voit aujourd'hui, nous on le calcule tout ça, on voit aujourd'hui quand on intègre une publicité vidéo dans un article où le contenu est consistant, on a aujourd'hui des users qui ont une attention qui est largement supérieure à une bannière vidéo qui traîne dans un coin. Ensuite, il y a aussi l'encombrement, on remarque, et tout ça, c'est des choses qu'on calcule encore une fois. Quand on a des pages qui sont effectivement encombrées avec différentes publicités, la réaction, l'engagement, la mémorisation sont bien plus faibles. Donc, un contexte premium, c'est un contexte qui n'est pas encombré. Et puis ensuite, au niveau du format, on a pour habitude de dire chez nous « The content is king and the distribution is queen ». Voilà, donc le contenu c'est très important, mais la distribution est tout aussi importante et le format intervient sur ce côté premium, puisque en proposant des formats justement où on n'impose pas beaucoup de choses aux users, c'est perçu comme étant du premium puisque le user est plutôt libre de consommer le contenu. Mais est-ce que tu peux préciser quel est votre format chez Tids de prédilection sur le premium ? Alors effectivement, donc on
on a à la base, quand on réfléchit à la création d'un format publicitaire chez Tids, en tout cas c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, on prend en compte les 3 forces en présence, à savoir les annonceurs, les publishers et les utilisateurs. Et on se dit comment trouver un format qui puisse plaire aux annonceurs et remplir tous les différents KPI qui peuvent nous imposer, qui puisse plaire aux publishers, parce qu'on va lui trouver de l'inventaire, et qui puisse ne pas embêter le user. Donc on a développé un format qu'on appelle le format InRead, qui est un format qu'on a créé il y a plus de 2 ans aujourd'hui, qui a connu un succès incroyable dans le monde entier, puisqu'on l'a intégré auprès des 500 plus gros publishers de la planète. Pourquoi ? Pas parce qu'on est gentil, mais pour une raison toute simple, c'est qu'on est venu créer un inventaire nouveau. Et du jour au lendemain, on a rencontré les publishers en leur disant « Aujourd'hui, vous avez un modèle unique sur la vidéo qui est le fameux modèle pré-roll où on met une publicité vidéo devant un contenu vidéo. » Aujourd'hui, on vous a trouvé un format où on va vous créer de l'inventaire dans quasiment tous les articles que vous rédigez. Et c'est un gros avantage pour l'éditeur, c'est qu'il n'y a pas de coût de création de contenu, puisque la vidéo publicitaire vient s'insérer. C'est du premium qui s'affranchit du contenu, en fait. Exactement, et qui s'affranchit du contenu, donc de coûts élevés pour le publisher. On a d'ailleurs, je crois, une vidéo on va peut-être la voir tout à l'heure. Oui, pas très longue, si on peut la lancer, effectivement, pour expliquer. Ensuite, Elisabeth nous dira comment elle le perçoit, ce format. Merci pour l'explication. Elisabeth, est-ce qu'on peut s'affranchir du contenu pour faire du premium, finalement ? Ah, mais visiblement. Ça a l'air clair sur la vidéo. En fait, sur ce sujet de premium sur les formats, on travaille et sur l'instream et sur l'outstream. Sur l'instream, nous, on considère de plus en plus que si on va vers des formats qui sont interactifs, en tous les cas pensés pour ces environnements de diffusion-là, on va optimiser l'engagement, on va optimiser évidemment l'ensemble des indicateurs qui peuvent évaluer les performances, et c'est très important. Sur l'outstream, on teste des choses avec toujours un sujet qui est de ne pas dégrader l'expérience utilisateur sur nos sites. Voilà, ça c'est aussi un élément qui est très important. Maintenant, ce sont des sources de revenus qui sont importantes aussi dans nos business models. Alors, ce que tu viens de dire, c'est un élément très important, et c'est quelque chose qu'on prend en compte aussi quand on crée le format publicitaire. On a d'ailleurs mené pas mal d'études, et notamment avec Ipsos, pour mesurer l'impact de ces formats sur le user. Et on se rend compte d'une chose qui est très très simple, c'est qu'à partir du moment où on n'impose pas la publicité au user, puisque le user n'est pas forcé, il n'est pas obligé de voir ce type de publicité, à partir du moment où on ne le force pas, l'acceptation est bien meilleure. Et c'est assez logique. Alors, qui dit premium dit budget aussi. Il y a eu plusieurs innovations au niveau facturation premium. Il y a Google qui a fêté les 5 ans de son format TrueView avec donc on peut skipper la pub et ne pas voir le reste et être facturé en conséquence. Il y a M6 Pub qui a annoncé aussi un mode de facturation. On ne paye que ce qu'on voit. Comment vous facturez, vous ? Comment vous réagissez par rapport à ça ? Alors, c'est une très bonne question, puisque ce modèle que tu cites, qui est le modèle du CPV, c'est le modèle qu'on a créé il y a aujourd'hui 7 ans, puisqu'on a démarré. Alors, Tids, c'est la fusion de Tids et Buzzing, et c'est le modèle qu'on a créé il y a 7 ans, quand il n'existait absolument aucun modèle publicitaire. C'est-à-dire que YouTube n'avait pas de modèle publicitaire, le pré-roll n'existait pas. Et puis, on a développé ce modèle en disant aux marques, on va finalement vous faire payer que lorsque la personne a vu la vidéo. Ce qui aujourd'hui fait sens pour beaucoup de marques, pour une raison toute simple, c'est que quand on crée une vidéo, l'idée, c'est qu'on la voit. Sinon, on fait une bannière, ça coûte. Donc ça nous amène à cette notion de visibilité, premium, visibilité et valeur. Comment vous l'abordez chez vous, Elisabeth ? Alors aujourd'hui, ce sujet de la valeur, il est adressé notamment au niveau des CPM sur lesquels on se situe sur la vidéo, qui sont bien sûr très 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 nettement supérieurs à du display classique. Donc de l'ordre de combien de fois supérieur, si on fait le nombre de grandeur ? Ça peut être plus 100% en fait.
Voilà, c'est pour donner une fourchette. Après, en effet, on regarde aussi ce qui se fait sur les garanties de visibilité. Tu citais le sujet de M6 à l'instant. Alors, c'est aussi couplé à des technos qui demandent à l'internaute de visionner la pub pour pouvoir avoir accès au contenu. Donc, c'est vrai que ça limite le risque en partie, mais c'est intéressant de le suivre et évidemment, on est attentif. Aujourd'hui, on n'a pas ce type de proposition. Sachant que au niveau des demandes aujourd'hui des marques et des agences médias, sur la vidéo, on a aujourd'hui 3 KPI principaux qui reviennent toujours. Le premier, c'est un KPI de complétion. Voilà. On a envie que la vidéo soit vue jusqu'au bout. Voilà. Bon, après, ça dépend évidemment de la durée de la vidéo, mais ça, c'est un élément très important. On a le deuxième sujet, qui est un sujet qui est un peu un buzzword en ce moment, mais c'est tout ce qui concerne la viewability des pubs. Est-ce que ma publicité, finalement, est visible ou pas? Ou est-ce qu'elle est below the fold et elle tombe toute seule en bas? Donc ça, c'est une notion qui est très importante. Il y a aujourd'hui beaucoup d'instituts qui travaillent sur ce sujet. Nielsen Médiamétrie a contracté avec une boîte qui s'appelle Integral Ad Science pour justement pour le GRP vidéo. Exactement, pour le GRP vidéo, pour venir mesurer toute cette partie viewability. Il y a un institut comme Moat aux États-Unis, qui est un institut international qui travaille sur ça toute la journée. Et ça, c'est une notion qui devient de plus en plus importante et sur laquelle on nous questionne tout le temps. Et puis après, il y a un troisième KPI qui est l'engagement. Et l'engagement, ça reste l'un des KPI principaux. Voilà, est-ce que la personne s'est vraiment engagée avec ma pub? Parce que c'est un sujet en soi. On ne peut pas s'empêcher de se poser la question de se dire que les chaînes de télé ont forcément une longueur d'avance sur la vidéo, puisqu'ils produisent des images. Est-ce qu'on peut faire de la puissance et du premium sans chaîne de télé dans son tour de table ou autour de soi? Elisabeth. En effet, c'est pour ça que j'étais un peu surprise quand j'ai été invitée à cette table ronde, parce que j'ai été étonnée que ne soit pas présent un acteur dont c'est le cœur de métier. Alors, c'est un signe, tant mieux. Et ça nous permet aussi de nous exprimer sur ce sujet. Bien sûr que nous, on considère qu'on peut faire de la vidéo premium de façon puissante, sans avoir une chaîne de télé, en effet, au sein de son groupe. Pour plusieurs raisons, notamment parce qu'on a une force de production de vidéos qui est de plus en plus importante au sein d'un groupe, en effet, comme Le Monde. Et il y a un projet vidéo sur l'ensemble des marques du groupe qui devrait nous permettre d'atteindre et dépasser ces niveaux que j'annonçais tout à l'heure. Après, ce sujet de la production en propre, il est très important dans le sens où quand on produit de la vidéo et quand on voit, nous, ce qui fonctionne le plus chez nous, ça pourrait être un peu contre-intuitif. Si je vous dis ce sont les cartes animées qui décryptent des phénomènes de société ou des phénomènes internationaux qui fonctionnent le mieux, on se dit que ça va être un peu aride, on se dit que ça va être un peu exigeant en termes d'attention. Alors, en fait, ça fonctionne très bien parce que c'est fait aussi sur des formats qui sont très visuels, sur des durées qui ne sont pas très longues. Comprendre le conflit à Gaza en 1 minute, c'est 1 million de vues, donc ce sont des gros niveaux. Le deuxième plus gros niveau, c'est comprendre le conflit en Ukraine. Et là, dernièrement, Game of Thrones. Un autre conflit. Non, pas un autre conflit. Non, justement, c'est ce qui est intéressant aussi. La chaîne Pixel des cultures numériques sur le monde.fr aime beaucoup Game of Thrones, nous aussi. Et la dernière vidéo qui a été mise en ligne sur si vous avez raté les 4 premières saisons et vous voulez comprendre en 3 minutes ce qui s'est passé pour entamer la 5e, c'est 500 000 vues. Donc voilà, on peut aussi sur des sujets légers mais traités sérieusement parce que je vous engage à la voir. On croirait presque que c'est de la géopolitique. On peut aussi, en effet, fédérer des très très forts niveaux d'audience. Voilà. Oui, pour terminer la réponse d'Hicham, juste sur la télévision, comment on fait avec la télévision? Je sais que vous avez un modèle particulier, donc rattaché à plusieurs éditeurs. Justement, moi je suis tout à fait d'accord avec Elisabeth. Déjà, je pense que dans un laps de temps très très court, bientôt on ne va plus opposer télévision aux autres médias. On va parler tout simplement multiscreen. C'est aussi simple que ça. Et la puissance aujourd'hui, elle est dans le multiscreen. Quand on a des millions de users qui passent leur temps sur le mobile, sur les tablettes, et d'autres sur le PC, et d'autres sur de la télé, la puissance, elle est là aujourd'hui. Et puis, il y a une chose aussi, quand on regarde les différents chiffres sur le marché, on voit qu'à peu près, il y a à peu près 20% du temps passé à regarder des vidéos qui se fait sur du contenu TV
évidemment hors IPTV, donc l'IPTV va venir se rajouter et on sait que l'IPTV grossit de plus en plus. Mais aujourd'hui, on est capable, et on le voit, nous on le fait au quotidien, on est capable de créer, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a créé, un prime time mondial, voilà, en créant de l'inventaire. Encore une fois, c'est l'élément important, c'est la création de l'inventaire, parce qu'il faut trouver les emplacements, en créant de l'inventaire sur des centaines et des centaines de publishers, et en donnant un gros coup de boost en même temps. Et là, on peut créer effectivement de la puissance en multiscreen avec une création d'inventaire. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.